Bonjour à tous, c'est le début d'une nouvelle saison pour le 18h à savoir l'émission de la vulgarisation scientifique, du partage des connaissances. Alors vous le voyez dans un nouveau décor, comme Annelise tout à l'heure. Cécile Petitdan n'est plus avec moi, mais elle travaille toujours intensément en coulisses, elle est en régie en ce moment, mais toujours avec un invité. Cette semaine, c'est Bertrand Alessandrini qui nous a rejoint, le directeur du développement de l'École centrale de Nantes. On va parler avec vous d'énergie marine renouvelable. Tous ceux qui reviennent de vacances le savent sans doute, on a tous joué dans les vagues et on a mesuré un peu la puissance des courants marins, des vagues. On va en parler avec vous, et notamment de la manière dont on peut s'approprier cette énergie pour la transformer en électricité. Mais tout d'abord, quelques nouvelles de la science dans la région. Vous retrouverez bien sûr une question à chercheur la semaine prochaine qui continue sur notre antenne, une émission réalisée en partenariat donc, avec l'Université de Nantes. Quelques nouvelles donc, de la recherche, je vous le disais. On commence par une idée géniale, celle du Labo des Savoirs à l'association qui produit cette émission de radio tous les mercredis sur Prune. Une émission pour bien prendre conscience de la taille du système solaire. Vous les voyez à l'image, les bénévoles du Labo des Savoirs. Imaginez un système solaire avec un soleil installé à la Cité des Congrès qui mesurerait 2 mètres, 150 mètres plus loin, la toute première planète Mercure qui mesurait quelques millimètres, et ainsi de suite sur le reste de la ville avec la planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, qui se retrouverait du côté de Carquefou. Voilà une bonne idée pour prendre conscience de la dimension du système solaire. C'est un projet qui verra le jour fin septembre, mais qui a besoin de fonds, figurez-vous, voilà, puisque ça coûte cher d'installer tous ces panneaux et de mettre en place ce projet. Vous pouvez les aider en allant sur la plateforme Ulele, dont l'adresse s'est affichée à votre écran et qu'on pourra vous redonner sur le site internet de Télé Nantes. Pour mieux comprendre aussi le phytoplancton, les chercheurs de l'Ifremer notamment font appel au grand public, c'est ce qui s'appelle de la science participative. Les algues minuscules, le phytoplancton, peuplent les océans et fournissent plus de la moitié de notre oxygène, de l'oxygène de l'atmosphère. Et cet appel au public, vous le voyez à l'écran, l'idée c'est d'aller photographier les développements soudains de phytoplancton sur le littoral pour essayer de mieux comprendre ces développements soudains de microalgues, les paramètres qui expliquent ces développements soudains peuvent être très variés. Ça peut être lié à la salinité, à la température de l'eau ou aussi à la pollution de l'eau. Donc les chercheurs de l'Ifremer cherchent à rassembler le maximum d'informations via ces applications mobiles pour iPhone mais aussi pour Android qui peuvent être téléchargées. Les phytoplanctons, un monde encore bien méconnu des scientifiques. Des nouvelles de Tchernobyl, la centrale nucléaire ukrainienne qui a explosé en 1986 et qui continue à dégager de la radioactivité malgré le sarcophage de béton qu'on avait construit à la hâte juste après l'accident. Un nouveau sarcophage va être installé, vous le voyez à l'image, un sarcophage gigantesque qui va recouvrir le réacteur qui avait explosé. Il est quasiment fini, il faudra le mettre en place dans quelques mois. Une entreprise vendéenne vient de fournir les vérins hydrauliques surpuissants capables de positionner ce sarcophage au-dessus du réacteur. Il s'agit de Chabas et Besson, une entreprise basée au Poiré-sur-Vie. Certains de ces vérins pèsent plus de 9 tonnes pour 8 mètres de long. Un sarcophage qui sera refermé pour 100 ans et ensuite viendra l'heure de nettoyer tous les débris du réacteur qui seront radioactifs sans doute encore pour 300 ans au minimum. À l'école des mines de Nantes, les activités de recherche sont désormais dirigées par Laurence Lecoq. Elle coordonne depuis 7 ans le département système énergétique et environnement qui travaille entre autres sur les procédés de valorisation des déchets. Laurence Lecoq est très active aussi au sein du laboratoire GPA, Génie des procédés environnement agroalimentaire avec l'Université de Nantes et Oniris. Et vous retrouverez évidemment une question à chercheur, je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine. Mais on inaugure cette semaine une nouvelle rubrique. On va faire un essai. C'est un peu entre Plus belle la vie, on va dire, et Annelise et les garçons. Voilà, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Ça s'appelle Faut tout leur expliquer. Et on commence par parler de lingettes. On se retrouve tout de suite après. Alors, cette émission, ça s'est bien passé? Super, merci Denis de poser la question, ça me fait plaisir. Tu vois, moi j'y passe dans 5 minutes, donc ouais. Je commence à... C'est quoi ça? Ce sont des lingettes démaquillantes en fait, puisque comme on est beaucoup maquillés tu n'utilises pas de coton, toi. Hein? Et t'en fais quoi après de tout ça? Je les mets dans les toilettes. Bah oui Denis, on va pas se mettre la rate au courbouillon, c'est biodégradable. Dans les toilettes, non mais vous savez ce que ça devient ça après? Bah non, mais c'est comme le papier toilette. Mais c'est pas biodégradable, non, c'est pas biodégradable. Des années, ça peut tenir des années ça dans les canalisations. Vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble votre course? Ok, on y va. Je vais vous présenter Michel, il travaille au service assainissement. Très bien. Il a un autre avis sur la question, tu vas voir. Ok.
Là, il y a un tas de chiffons d'arriver dans le coin, là, qui bloquent à la... Attends, il y a un tas de chiffons de bloquer à la... Regarde, de bloquer à la vanne. Leur travail, c'est de nettoyer la bâche, c'est-à-dire d'aspirer le sable, d'aspirer les graisses, d'aspirer les lingettes, de gratter les parois pour éviter l'obstruction des pompes et pour éviter que si les pompes se bouchent, le poste mette en charge, c'est-à-dire que le niveau monte et se déverse dans la Sèvre qui est juste à côté. Alors, la lingette, et toujours la lingette. Ça, c'est infernal. C'en est partout dans les réseaux. C'est la bête noire. C'est la bête noire de l'égoutier, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Il est très facile d'appuyer sur un bouton, de dire une chasse, on ne les voit plus. Il n'y a plus d'odeur, on ne les voit plus. Mais nous, ensuite, on doit les traiter et on doit éviter de dégrader notre milieu naturel. Vous avez les mauvaises odeurs, l'humidité, l'H2S. L'H2S est un gaz toxique. Ils sont équipés de détecteurs qui se déclenchent à 5 ppm. Il y a un peu de gaz. Ah, il y a un peu de gaz, mais à pomper. L'H2S, c'est l'hydrogène sulfuré. Cet hydrogène sulfuré est toxique. C'est-à-dire qu'à un seuil bas, on va avoir une mauvaise odeur. Plus le seuil augmente, plus on a des troubles, c'est-à-dire qu'on va perdre l'odorat, on va perdre la conscience et après on peut mourir. Ce qu'on prétend biodégradable ne l'est pas toujours et en tout cas ne l'est jamais instantanément. Donc ça veut dire que ça a une durée de vie dans nos égouts qui est difficilement supportable. Et puis cela aggrave grandement les conditions de travail de nos agents qui se retrouvent obligés de passer plus de temps au contact de nos excréments. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité du métier. Alors, convaincu? Ah bah convaincu. Les lingettes, c'est fini? C'est fini, mais en fait, ça n'a jamais eu lieu, Denis, tu le sais très bien. J'utilise que du coton que je jette dans la poubelle. Enfin, il me fallait bien un prétexte pour le lancement. Hein. Voilà. Bah, si je peux rendre service, Oui, pas de problème. merci. Ouais. À la Allez, prochaine. on y va, à la prochaine. Voilà, et merci à Anis Tomine qui a évidemment une haute conscience environnementale. Il ne ferait jamais ça, hein, jeter des lingettes dans les toilettes. On va parler énergie marine renouvelable maintenant avec vous, Bertrand Alessandrini. On a inauguré la semaine dernière ce qu'on appelle le SEMREV. Alors, dans le jargon, c'est une plateforme d'essai en mer d'équipements qui permettent de récupérer l'énergie marine. On va parler avec vous de cette manne, de cette puissance qui est encore inexploitée dans la mer. Tout d'abord, je vous propose quelques images de l'inauguration de cette plateforme SEMREV et vous allez nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Alors, SEMREV, vous l'avez dit, hein, c'est très simple, c'est 1 km² de mer à 20 km au large du Croisic, pour tester des dispositifs très variés de récupération du vent en mer, de récupération de l'énergie des vagues en mer, avec une particularité très importante, c'est que ce site d'expérimentation est réellement connecté au réseau électrique français. C'est-à-dire qu'il y a un câble qui relie les équipements testés au réseau EDF, tout simplement. Il y a effectivement un câble, c'est d'ailleurs ce qui a posé le plus de problèmes lors de la construction, un câble qui est ensouillé sous 2 mètres de sable. Et ce câble qui va relier donc les démonstrateurs au réseau va injecter l'énergie électrique chez l'utilisateur. Alors si on met en place une plateforme d'essai, c'est qu'on sait... Alors on sait quand même beaucoup de choses sur l'énergie cinétique de la mer, mais on sait finalement peu de choses sur la manière dont on pourrait efficacement l'utiliser et la transformer en électricité. C'est une manne assez fabuleuse. On en parle nous ici beaucoup en Pays de la Loire parce que les industriels s'y intéressent, investissent beaucoup, ça va créer des emplois. Et c'est un domaine très nouveau, ça, ce qu'on appelle les EMR, les énergies marines renouvelables. Alors c'est une manne fabuleuse, ça c'est effectivement très important. Par exemple, l'énergie des vagues pourrait alimenter en électricité l'ensemble de la planète. Donc c'est une manne vraiment, vraiment très importante et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Alors ensuite, vous l'avez dit également, la question de fabriquer de l'électricité avec des vagues ou avec du vent, c'est finalement relativement simple. On sait faire des éoliennes à terre, on pourrait les mettre en mer, on pourrait imaginer un certain nombre de dispositifs pour récupérer l'énergie des vagues, il y en a 200 qui existent dans le monde aujourd'hui. La vraie difficulté, c'est que cette énergie, cette électricité que l'on fabrique soit bon marché. Et c'est ça que l'on va tester sur ce site. Alors ça peut paraître simple, on va l'expliquer plus précisément. Transformer par exemple l'énergie d'une vague, l'énergie du vent en électricité, concrètement, ça se passe comment dans la machine ? Alors il y a 200 concepts, donc je vais vous en prendre un comme exemple. On peut imaginer un flotteur, avec à l'intérieur de ce flotteur un balancier. Le flotteur va suivre le mouvement des vagues, va être agité par les vagues et le balancier à l'intérieur du flotteur va se balancer. Et on va venir récupérer l'énergie de ce balancier, la transformer en électricité et l'injecter sur le réseau. C'est le principe de la dynamo de nos vélos, hein, c'est-à-dire que le mouvement entraîne une turbine. Exactement, exactement.
Alors, on voit à l'image, par exemple, un système qui récupère l'énergie de la houle. Alors, c'est sans doute le type d'énergie qui donne lieu au plus de concepts dans le monde. Hein. Oui, parce que effectivement, l'énergie de la houle, c'est assez varié. La houle, c'est quelque chose qui monte et qui descend, donc on peut finalement venir récupérer cette énergie, mais c'est aussi du courant en profondeur. On a tous vu des algues qui bougeaient sous l'effet de la houle, donc on peut aussi imaginer récupérer cette énergie. Donc 200, 250 concepts, et il va falloir évidemment discriminer ces concepts, donc venir tester sur les sites d'expérimentation partout dans le monde. Là, je crois que c'est à Hawaï, ces différents concepts. On va revenir sur celui dont on parle le plus ici en Pays de la Loire, c'est les éoliennes offshore. Alors, on connaît tous les éoliennes dans nos campagnes, notamment dans le nord du département. Mais une éolienne offshore, le principe, c'est de mettre une éolienne qui tourne en mer. Mais bon, c'est du vent. C'est a priori le même vent qu'on a sur Terre, non? Alors, pas tout à fait. Et puis, surtout, ce ne sont pas les mêmes contraintes. D'abord, le vent en mer est beaucoup plus régulier et également beaucoup plus fort. Parce qu'il n'a pas d'obstacle, c'est ça? Parce qu'il n'a pas d'obstacle et donc il est en moyenne beaucoup plus fort. En moyenne, on récupère 30 à 40% de plus avec une même puissance installée d'énergie électrique. Donc 30 à 40% d'énergie électrique en plus, ça veut dire que finalement, sur la facture, à la fin, vous allez payer un petit peu moins. La difficulté de ces éoliennes en mer, on a l'impression qu'on prend une éolienne à terre et qu'on la met en mer. C'est pas du tout ça, c'est très très compliqué. Le sol est loin. Le sol est loin, voire même très loin, d'où les éoliennes flottantes. Quand le sol est vraiment très loin, on ne peut plus poser l'éolienne sur le fond, mais on construit des fondations qui sont flottantes. Par exemple, en Méditerranée, les projets d'éoliennes offshore sont des projets d'éoliennes flottantes. Au Japon, les éoliennes qu'on a vues à l'instant, celle d'Alstom par exemple, c'est des éoliennes ancrées sur les fonds marins? Alors, Alstom développe en fait une turbine. Cette turbine, il prévoit de l'installer sur des éoliennes fixes en mer, mais également sur des éoliennes flottantes. Les éoliennes offshore, donc, leur avantage, c'est qu'elles sont aussi loin des populations. Donc on peut créer des fermes gigantesques. Est-ce qu'il y a des contraintes liées au site particulier? Est-ce qu'en fonction des mers, on a des capacités de récupération de l'énergie différentes entre la côte atlantique, par exemple, ou la Méditerranée? Alors, bien sûr. Évidemment, la qualité du vent va dicter la qualité d'énergie que vous allez récupérer, mais au-delà de ça, c'est les conditions océaniques en fait qui sont qui vont dicter en fait finalement le prix de l'énergie. Les conditions océaniques, c'est-à-dire les vagues. Aujourd'hui, en Europe du Nord, les éoliennes qui sont installées ont des conditions océaniques relativement clémentes. C'est pour ça qu'on les a installées ici. Les éoliennes offshore que l'on va installer au large des côtes françaises sont des éoliennes de conception totalement différente parce que les conditions océaniques sont totalement différentes, des vents très forts, des vagues qui peuvent atteindre 20 mètres. Donc aujourd'hui, des vrais projets qui sont des vrais projets difficiles et qui monopolisent de nombreuses personnes dans les ingénieries. Parmi les projets d'énergie marine renouvelable bien avancés, il y a ce qu'on appelle les hydroliennes. Alors c'est comme les éoliennes mais en mer, hein, c'est ça? Oui, bien avancé, pas tellement plus que les autres finalement. C'est des projets également très très difficiles. Donc hydroliennes, récupérer l'énergie des courants au fond des mers. L'intérêt c'est que les machines sont au fond, on ne les voit pas de pollution visuelle. Les bateaux peuvent circuler au-dessus et on a une espèce d'éolienne sous-marine qui tourne avec l'énergie du courant. Ça c'est le modèle qui a été imaginé par exemple par Alstom. Voilà, imaginé par Alstom, qui devrait être posé sur des fermes pilotes d'ici 5 à 10 ans au large des côtes françaises. Avec d'autres projets. Donc voilà. Notamment un projet qui a été imaginé par EDF, je crois, sur le Nord-Bretagne. Exactement, donc qui a été testé, qui va encore se tester à Paimpol-Bréhat, sur un site d'expérimentation spécifique pour les hydroliennes. Alors un concept complètement différent. Et là, justement, l'intérêt, c'est de voir finalement lequel va être le plus intéressant. Ce laboratoire d'1 km² que vous avez mis en place en mer, j'imagine que ça a été un défi fabuleux pour le mettre en place. On va sans doute revoir des images de l'installation et des travaux que ça a nécessité. Vous qui avez suivi le projet depuis le début, qui l'avez animé, hein, vous y croyez il y a 7-8 ans Alors, non seulement on y croyait il y a 7-8 ans, mais en fait, ça fait 40 ans qu'on travaille sur finalement cette question des énergies marines renouvelables. Les chercheurs travaillent depuis 40 ans dans nos laboratoires. Donc, bien sûr, on y croyait. Finalement, on voit des images de travaux en mer. Ça peut être assez compliqué, mais ce qui a été surtout très compliqué dans ce projet, ça a été toutes les autorisations administratives pour se connecter au réseau et pour avoir le droit de mettre des dispositifs en mer. Voilà, les images qui ont été prises au large du Croisic lors de l'installation du câble, hein, c'est ça, exactement. Donc là, on voit en fait le passage de l'estran dans un forage qui passe sous la côte sauvage, pour les gens qui connaissent. On n'a évidemment pas été touché
À la côte sauvage en elle-même, on a fait un forage sous la côte sauvage et on est ressorti à 300 mètres en mer. On connaît bien on sait qu'à l'école centrale, vous utilisez beaucoup d'ordinateurs surpuissants, vous avez des logiciels de modélisation aussi surpuissants. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi, avec ces ordinateurs, vous ne pourriez pas intégrer tous les paramètres de fonctionnement d'une éolienne, par exemple, offshore, ou d'hydrolienne, pour la faire fonctionner. C'est très simple à expliquer. Imaginez que vous êtes dans un avion qui va décoller et on vous dit écoutez, vous inquiétez pas, on a fait des super calculs avec les ordinateurs. Cet avion n'a jamais décollé de sa vie, mais là on est sûr il va décoller. Est-ce que vous seriez rassuré? Moi, je pense que vous ne seriez pas rassuré. Alors là, l'idée, c'est juste de rassurer les investisseurs. Les ordinateurs sont trop imprécis aujourd'hui pour qu'on leur fasse suffisamment confiance dans la conception d'un avion, mais également pour qu'on leur fasse suffisamment confiance dans la conception finale d'une éolienne ou d'un autre projet industriel, finalement. Donc, ce sont des outils fabuleux pour dégrossir les projets, et ils sont utilisés de façon intensive au démarrage des projets, mais dans le test final, un avion, il faut le faire décoller, une voiture, il faut la faire rouler, et une éolienne, il faut la tester sur un site d'expérimentation. Vous avez un entre-deux à l'école centrale qui s'appelle le bassin des Carennes, qui permet de tester, on l'a vu notamment récemment, ça c'est le PolarPod de Jean-Louis Etienne, qui permet de tester en miniature le comportement d'une structure dans l'eau. Alors on peut continuer le parallèle avec l'aéronautique. La soufflerie, tout le monde connaît, le bassin des Carennes, c'est la soufflerie pour les structures qui vont en mer. Merci beaucoup Bertrand Alessandrini d'avoir participé à cette première émission de la saison. Et on reparlera évidemment des premiers projets, puisque une éolienne flottante va être installée d'ici 1 an sur ce kilomètre au carré de laboratoire que vous avez en mer. Merci beaucoup. À très bientôt sur Téléland pour une nouvelle émission. On parlera de matière noire bientôt. Merci, au revoir.